Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co et à retrouver évidemment en podcast sur YouTube et sur le site Tech & Co. Et cette semaine, figurez-vous, nous allons parler jeux vidéo japonais, mais vraiment japonais, pas ceux seulement qui viennent du Japon. Et pour ce sujet, j'ai deux invités. Otaksu, bonjour Otaksu. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation Mélinda, je suis content de te revoir évidemment. Moi aussi, ça me fait trop plaisir. Et content de me faire un nouvel ami aussi aujourd'hui ma foi. Exactement, Otaksu qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube du même nom. Et puis, tu es quand même journaliste, donc on peut te lire aussi un peu partout, notamment sur le Grand Pop. Le Grand Pop, tout à fait. Voilà, c'est tout. Alors, Otaksu, de son vrai nom, Maxime. Et aujourd'hui, si vous ne vous appelez pas Maxime, vous ne pouviez pas être sur le plateau. Maxime, ciao. Bonjour. Salut Mélinda, ça va ? Bien, rédacteur en chef de Jeux Actu. Toujours. Le retour. Exactement, merci de la nouvelle invitation. Et on va avoir plein de choses à se raconter. Et vous l'aurez remarqué, j'ai à côté de moi une pas Maxime, ni Maxi d'ailleurs, on peut le dire. La PlayStation 5 Slim, pas officiellement Slim, mais voilà, qui de toute façon est plus petite que moi, donc elle est vraiment plus petite, qui arrive, figurez-vous, dès ce 24 novembre, vous pouvez commencer à la trouver en magasin. Ça, c'est un peu la surprise et la petite information qu'on a pour vous. Elle arrive au même prix que l'ancienne, donc plus petite, mais avec un peu plus de stockage. Donc on verra bien, on va la tester, on vient juste de la recevoir à la rédaction, on la testera pour une prochaine émission et on a un programme assez chargé, donc on part tout de suite sur l'actu à chaud. L'actu à chaud, vraiment à chaud, on va commencer par l'annonce PlayStation, autre que la PlayStation Slim de la semaine, c'est le remaster de The Last of Us Part 2, qui est sorti, rappelons-le, en 2020 sur PS4 et PS5 et qui arrive donc tout beau tout neuf l'année prochaine sur PS5 uniquement. Otaksu, qu'est-ce que c'est que cette histoire, bon sang ? Je t'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais me transférer la main à la moitié du crâne, parce que déjà le premier remaster du Tlou original qui avait déjà été remaster sur PS3 puis PS4 puis PS4 PS5, déjà là j'étais genre bon ok ouais, mais entre-temps il s'est appelé Part 1. Ouais, voilà, tu vois, alors Part 1 ça changeait tout, mais alors là, ouais, je me dis, il y a quand même pas mal de jeux sur PS4 qui ont fait leur transition PS5 avec une simple mise à jour en fait, pour profiter des choses. Là, ils ont quand même annoncé notamment du contenu en plus, un rework de l'intelligence artificielle, où beaucoup de gens ont souligné justement Part 1 comme étant genre très très bon grâce à sa nouvelle intelligence artificielle. Je me dis pourquoi pas, je me dis c'est que 10 balles la mise à jour pour ceux qui possèdent déjà le jeu. Moi, là où j'ai encore des questions finalement, c'est la galette elle-même, combien elle va être ? Parce que 80. Si c'est 70-80, ça commence à faire beaucoup. Sony, ça commence à faire beaucoup, même si évidemment c'est leurs œuvres phares. Donc, Maxime, ça valait le coup ? Vraiment ou pas ? Écoute, je suis pas très objectif avec la saga The Last of Us parce que je l'adore et effectivement un jeu comme celui-ci, moi je suis prêt à y rejouer. Alors tu l'as dit Otaksu, c'est 10 € donc supplémentaires à débourser si jamais on a déjà la version PS4. Donc je pense que la mise à jour est assez minime en termes de rapport financier. Après effectivement combien coûtera le jeu réel, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ça c'est un jeu que je referai sans aucun problème. La dernière fois auquel j'ai joué c'était donc il y a 3 ans. Et donc c'est une œuvre qui marque, c'est une œuvre auquel on a envie aussi de redécouvrir parce que c'était pas seulement une histoire, c'est aussi un gameplay qui est aussi très très fin. C'est des choses qu'on a découvert aussi après coup. On a un système de combat qui est vraiment très élaboré aussi. Donc moi ça me fait énormément plaisir de pouvoir le retrouver. Puis avec tout le contenu aussi en plus, on va voir si ça justifie. On va voir surtout s'il va véritablement, il y a un petit gap quand même entre la version PS4 et la version PS5 en termes de graphisme. Ils ont dit qu'il y aura effectivement des choses qui ont été retouchées. On verra le moment venu. En tout cas, moi je dis oui, je suis vraiment client de ce genre de truc. Et ça me rappelle un petit peu, tu sais, ce qui se passe en fait dans les sorties vidéo. Souvent, il y a toujours des ressorties, des films. On est 3 ans après. C'est un jeu qui accompagnait. Alors certes, il était à cheval sur 2 générations, mais enfin, c'est un jeu qui accompagnait la sortie de la PS5. Oui, bien sûr, mais après, bon, tu sais, il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément découvert le jeu à l'époque et qui vont peut-être le redécouvrir avec la PS5. On sait que la série HBO relance aussi l'intérêt. On a la saison 2 qui va être tournée dans pas très longtemps. Donc tout ça, c'est lié. C'était justement ma question. Est-ce que cette histoire de jeu qui arrive, alors certes, il y a du contenu supplémentaire, donc on parle d'un mode de survie roguelike, de niveau inédit, comme tu l'as dit, des améliorations techniques. Bon, est-ce qu'en fait, finalement, c'est pas juste histoire de se faire un peu de pognon
pour la série qui arrive. Mais bien sûr, c'est de l'argent facile, c'est Oui. de l'argent extrêmement facile. Et on a vu que, quelles que soient les œuvres qui sortent justement en série, que ce soit The Witcher ou même The Last of Us, ça relance évidemment les ventes. Donc là, The Last of Us, officiellement, il n'existe pas sur PS5. Il y a eu une mise à jour technique qui s'est faite, mais le jeu vraiment le jeu sur PS4 n'existe pas. Donc là, évidemment, avec la saison 2, il était tellement beau, le jeu. Le jeu sorti en 2020 est déjà très très beau. Mais on peut faire toujours plus beau. Ouais, mais... Puis, ils ne pouvaient pas forcément profiter notamment du ray tracing sur PS4 par rapport à la PS5. Moi, j'attends de voir ça aussi parce que c'est justement ce genre d'univers très, très sombre où tu profites énormément du ray tracing, qui est une amélioration des ombres et des lumières de cette gestion-là. Mais je ne vais pas vous mentir, j'y crois pas trop. Mais surtout pour moi, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est central, c'est le prix. Est-ce que le prix à la sortie, si c'est 50, 60 euros, tu te dis bon. Mais non, mais on sait bien que non. Pour ceux qui n'en ont pas profité à l'époque, etc., où c'est pas le prix total, ok. Mais on sent bien que ça va être. Il est sorti à combien ce jeu-là à l'époque? À 60? À 70. 70. Il va sortir à 80. Est-ce que finalement, ceux qui l'ont acheté à 70, finalement, ne vont pas le payer 80 comme ceux qui vont l'acheter maintenant? Bah oui, parce que 10 balles de mise à jour et des bisous. Merci, quoi. Ouais. Sinon, il y a une autre astuce. Tu l'achètes en occasion aujourd'hui, peut-être à 30 euros, tu peux le trouver en occasion à 30 euros et tu te fais de la mise à jour à 10. Ah non, mais bien sûr. Tu achètes la version PS4 à 30 euros. Mais c'est mon conseil, achetez-le aujourd'hui en PS4. J'ai une autre potentielle astuce, mais il faudra vérifier. Je pense que je le ferai, c'est que The Last of Us Part 2 a intégré pendant un temps le PlayStation Now, l'abonnement, la bibliothèque. Oui. Si on l'avait validé à l'époque, on l'a toujours dans sa bibliothèque. Est-ce que cette version pourra être mise à jour à 10 balles? Tu vas donner de mauvaises idées à PlayStation qui va le retirer. Moi, j'ai une dernière question sur ce sujet. On parle toujours de Naughty Dog, parce que c'est aussi ceux qui sont derrière Uncharted, comme un studio qui fait des miracles. Depuis 2007, ils ne tournent que sur 2 licences qu'ils ont surexploitées et sur-remasterisées, refait en collection. Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas, lasser les équipes là-bas de travailler toujours sur les mêmes jeux? Puisque Uncharted... Certes, il y a 4 épisodes, plus The Legacy, plus des collectors, plus des machins. The Last of Us, 2 jeux et 6 versions, quoi. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un manque de créativité aussi? On n'a pas envie de les voir faire autre chose. Mais justement, tu en parles, mais ils ont une nouvelle IP, une nouvelle licence en cours de développement. On voudrait bien la voir. Et je pense que... Alors peut-être qu'elle sera annoncée au Games Awards, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on sait que depuis un petit moment, il y a eu même des petits leaks, il y a 2-3 ans, où il y avait une photo, un jeu visiblement Heroic Fantasy avec des dragons. Ce serait peut-être la nouvelle licence effectivement de Naughty Dog. En tout cas, ils travaillent sur cette nouvelle licence, ça on le sait. On parle aussi d'un The Last of Us 3. Oui, et dans Last of Us multijoueur. Et le fameux multijoueur qui arrivera peut-être un jour. C'est normal quand une licence performe comme ça, ce serait bête de ne pas, si tu veux, développer davantage effectivement le lore, la licence, et puis eux financièrement ils s'y retrouvent aussi. Donc si tout le monde s'y retrouve, moi je dis pas non. Après on en est que 2. Oui, c'est vrai. Assassin's Creed, ils en ont sorti déjà 17 ou 20. Donc, ouais, mais bon, ils font moins de remakes quand même. Vas-y, dernier mot, et après on change de sujet. Dans l'histoire du studio, ils ont en fait à chaque fois eu une licence forte, Jack and Daxter, Crash Bandicoot, etc., qu'ils ont fait sur 3-4 épisodes, jusqu'à ce que des créateurs en interne lancent une nouvelle IP. Donc quelque part, on est toujours dans les créneaux mais là, ça fait habituels. 16 ans, quoi. 16 oui, mais parce qu'aujourd'hui, les développements sont beaucoup plus longs, ça coûte beaucoup plus cher, les équipes sont beaucoup plus grandes, donc je suis pas étonné par ça. On est d'accord, mais bon, The Last of Us 1, on en est déjà à 3 versions, 4, 3, je ne sais plus. Ouais. Là, enfin, au moment, voilà. Donc, c'était le point sur The Last of Us. Achetez-le donc d'occasion sur PS4 et vous n'aurez que 10 balles à sortir début 2024, je crois. Janvier 2024, c'est ça qu'ils ont annoncé ? C'est ça, ouais, 19 janvier 2024. Exactement. Tu nous as fait une belle transition. Game Awards, on va aller très vite pour se laisser plus de temps sur la fin, sur les nominations, revenir. Nous avons eu les nominations. Geoff Keighley s'est fendu d'une petite vidéo pour annoncer à la chaîne les 31 catégories, quand même, mine de rien. On retient donc Alan Wake 2, qui est la bonne surprise. 8 nominations avec Baldur's Gate 3. Ils sont nommés dans toutes les catégories principales. Suivi de Spider-Man 2, évidemment, avec 7 nominations. Zelda, avec The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom avec 5, comme, et ça pour moi c'est une grosse surprise, Super Mario Bros Wonder, autant, et on en parlait, Hi-Fi Rush, qui en a 5, mais que du technique. Qu'est-ce qu'on retient de ces nominations ? Otaxu, qu'est-ce que t'en penses ? On est toujours sur les Video Game Awards, où c'est le plus grand public, faire plaisir aux éditeurs, et surtout cette année, on en parlait avant l'émission,
l'originalité n'est pas très très grande finalement en 2023. Pour une année qui devait être faste, on est d'accord quand même, 2023. Moi, j'attendais des surprises dans les nominations. Oui, mais on est dans c'est Alan Wake 2, la surprise, en fait. On est dans le même propos avec le Grand Pop, où en préparant notre émission de fin d'année, les Pop d'or, comme on les appelle, on se disait, mais à quoi on a vraiment joué cette année, quoi? Parce qu'il y a rien qui nous avait vraiment agrippé. On a chacun des goûts assez particuliers aussi. Il y a eu quand même des belles choses en indé, etc. Mais quand on arrive aux Game Awards, on les voit pas, on les ressent pas. Il a fallu. C'est classique à mort, quand même. Oui, mais après, ça s'explique quelque part parce que malgré tout, ce sont des jeux qui ont eu des notes extrêmement élevées sur Metacritic. Ce sont des jeux qui sont extrêmement bien vendus aussi. Donc, les exclure aussi quelque part, ce serait aussi extrêmement bien communiqué aussi. Communiquer bien sûr, mais les ventes sont là aussi. Et puis malgré tout, le public, c'est le grand public. Et c'est eux aussi qui vont avoir une part au niveau des votes. Donc, alors évidemment que nous, dans notre microcosme un petit peu journalistique, on aimerait faire ressortir un petit peu des jeux indés. C'est pour ça qu'il y a 31 aussi catégories qui sont là pour un petit peu satisfaire tout le monde. Mais quand on parle du GOTY, il faut prendre en compte, je pense qu'ils prennent en compte le Metascore de Metacritic avec les notes qui sont... Tous ces jeux-là ont des notes, des Metascores extrêmement élevés. Hein. Pour rappeler, ce sont des journalistes qui font la sélection. Le public peut voter derrière, mais ça ne représente que 10% du vote total. Là, pour le moment, les nominations sont le fait de journalistes. Alors, il y a une petite polémique disant que c'était peut-être un peu trop de journalistes américains qui votaient. Ça, tous les ans, on l'a. Mais ça, on l'a tous les ans. Je crois qu'en France, on a 3 représentants, c'est ça Non, il y en a plus. Je crois qu'ils sont 6. Il y a 6 représentants. Voilà. On doit être une des grosses nations. Mais c'est vrai que c'est très occidentalisé, ça. C'est comme. Oui. Est-ce qu'il y a des surprises au-delà de la seule nomination pour Starfield? Que Starfield n'en ait qu'une seule. Ne soit pas là-dedans. Alors, qu'il ne soit pas dans les meilleurs jeux, c'est discutable, ça je suis d'accord, mais qu'il n'en ait qu'une seule. Après, on pourrait débattre très longtemps sur Starfield, mais pour moi, Starfield n'était pas du tout au niveau, par rapport à plein de choses, au niveau des promesses, au niveau de ce qu'il a été, au niveau de sa sortie aussi, donc on peut débattre très très longtemps. Je pense qu'on n'a pas le temps, mais c'est gentil, merci. Mais moi, les jeux qui sont cités, ça me choque pas parce que c'est en rapport avec effectivement ce qu'ils représentent aujourd'hui. Mais tu es d'accord avec moi que là-dedans, on a des suites, des remakes. Resident Evil 4, c'est un remake. Mais le marché, c'est ça très beau. Ouais. Et Super Mario Bros Wonder, c'est un catalogue de tout ce que Super Mario Bros sait faire et le fait très bien. Je ne dis pas le contraire. J'ai adoré le jeu, je l'ai terminé. Zelda, c'est le même. Spider-Man, c'est le même que le précédent aussi. Est-ce qu'à un moment, cette année 2023 qu'on nous promettait extraordinaire, elle est où, en fait? Elle est exactement dans l'état dans lequel est le secteur du divertissement, que ce soit le cinéma, la musique ou ce genre de choses, qui est que ça coûte de plus en plus cher de créer, donc les producteurs ne veulent faire que des suites, en fait, ou des IP qui sont déjà extrêmement connus. Donc, quelque part, on peut pas... Comme au cinéma, en fait. Oui, voilà, exactement. Donc, on peut pas accuser les Game Awards de ça, en fait. C'est juste une tendance de l'industrie où les producteurs sont extrêmement frileux avec les budgets énormes qu'ils doivent sortir. Moi, quelque part, en fait, la meilleure surprise que j'ai eue en ouvrant ça, c'est justement de voir Hi-Fi Rush, parce que je me disais, ils vont passer à côté, quoi. On en a parlé beaucoup, il n'est que dans des je vais dire des Oscars, des prix techniques. Audio, musique, design, musique. Oui, mais ni jeu indé, ni jeu indé normal, mais même pas dans aucune catégorie un peu phare des jeux. S'il y avait une catégorie où il fallait qu'il soit là, c'était la musique. Bien Donc sûr, finalement, bien sûr. Tu vois, même si pour moi, c'est mon GOTY, mais évidemment que je ne suis absolument pas représentatif du grand public. On va le voir de très près sur cette émission. Donc, pas d'Hogwarts Legacy, qui est un jeu, le jeu sans doute qui s'est extrêmement bien vendu cette année. Pas d'Hogwarts Legacy, mais nulle part. Est-ce que c'est étonnant? Même pas famille, même pas... Oui, effectivement, moi je trouve qu'il aurait mérité effectivement d'être sélectionné. Au moins une fois quand même, je pense. Au moins quelque part. Même parmi les GOTY, c'est-à-dire vraiment parmi les meilleurs jeux de l'année, il aurait pu faire être candidat, absolument. Voilà, ça ne m'aurait pas choqué. Il a eu de très très bonnes notes, il a été très bien reçu par le public. Alors effectivement, il a disparu des radars, mais... Il ne correspond pas au profil des votants. Tu disais que tu n'as pas le profil, je pense qu'il ne correspond pas au profil des votants non plus. Je pense qu'il y aurait eu des prix communautaires. La communauté Harry Potter aurait été extrêmement derrière, ça, il n'y a pas de feinte. Mais il faut dire que c'est vrai que dans tous ces sequels, donc ces sorties de numérotées, etc., finalement, Hogwarts Legacy se retrouve noyé derrière les énormes licences qu'on attendait. Il est sorti trop tôt. Ça a toujours été un avantage, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo d'ailleurs, de sortir peu avant les périodes de célébration comme ça. Donc,
Est-ce que c'est choquant? Non, pas vraiment, quoi. Petit cocorico, alors c'est une catégorie un peu étrange, des jeux à impact, comme on dit, nous avons 2 représentants français. Donc Chains of Scénar et Chia, le jeu qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je voulais faire coucou parce que je trouve que c'est quand même sympa d'avoir des jeux. Alors l'année dernière, évidemment, nous avions Stray, le jeu du chat qui lui était meilleur jeu indépendant. Mais voilà, c'était pour faire un petit quand même coucou. que cette année, on a très très bien mangé en Inde et un Venba aussi. Toute cette liste est... Ouais, parce qu'il y a tous les jeux derrière qui sont vraiment en catégorie indie, dont le fameux Cocoon. Terranil, quand même, qui est un jeu porté par Netflix. N'oublions pas qu'il y a 2 nominations. Voilà, c'était le petit coucou. La cérémonie, c'est le 7 décembre. On reviendra évidemment dessus. Et ce sera à suivre dans la nuit pour ceux qui ne dorment pas. On va passer sur le gros morceau, messieurs, et la raison de votre présence. Nous allons parler des jeux vidéo japonais. Il y a évidemment, on parle toujours de jeux vidéo japonais en pensant que c'est l'origine même du jeu. Il y avait, d'un côté, pour symboliser ça, Super Mario, qui n'avait pas vraiment esprit japonais, ou, je schématise, mais Final Fantasy, qui était le JRPG. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large. On a l'impression d'être très loin culturellement de tout ça, et pourtant, ça marche. Est-ce que vous avez une explication à ça, à ces origines du jeu vidéo? Je vous dis ça aussi parce que nous avons actuellement un jeu qui est sorti, qui est Like a Dragon, qui vient de sortir. Enfin, Like a Dragon, pas juste Like a Dragon, excusez-moi. Gaiden, celui-ci, qui est pour moi le symbole de la culture japonaise. Et j'avoue, personnellement, être complètement hermétique à ce genre de jeu, mais ça me fait rire de le voir. Pourquoi ça marche ? C'est une très très large question, mais pour reprendre l'exemple de Like a Dragon qui s'appelait Yakuza pendant un temps, parce qu'en fait, il y a eu une mauvaise traduction du nom, ils l'ont repris, ça y est, le nom japonais étant Oui, parce qu'en fait, Yakuza, c'était pour le vendre à l'Occident à l'époque. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est un bon exemple, je trouve, cette licence-là, parce que quand elle est sortie sur PS2 à l'origine, tous les parallèles qui étaient tracés étaient sur Grand Theft Auto. Qu'on connaît bien parce que grande ville, parce que tu peux te balader, tu peux balancer des nions à qu'importe. Sauf que c'était passé à côté de toute cette partie arcade. En fait, Yakuza et donc Like a Dragon aujourd'hui, c'est avant tout un jeu d'arcade, mais avec extrêmement instancié, avec plein de petites instances où tu peux faire absolument tout ce que tu veux du karaoké, dedans. quand même. Tu peux faire du karaoké. Il y a des mini-jeux de gestion de patrimoine ou de trucs comme ça. C'est vraiment n'importe quoi, ce jeu. Et c'est le n'importe quoi à la japonaise. C'est un n'importe quoi culturel qui est intéressant à jouer. Mais du coup, toujours tracer ce parallèle occidental a parfois été contre les jeux japonais. Et notamment, tu disais qu'à l'origine, on voyait le jeu japonais comme le jeu vidéo, quelque part, parce que c'était ce qu'on connaissait, la NES, Super NES, les Game Boy, etc. Clairement, le jeu vidéo était japonais à cette époque. Et est arrivée la période PS3, où les développeurs occidentaux ont gagné vraiment en mesure. On a eu les Uncharted, on a eu les The Last of Us, on a eu les God of War, pour ne citer que Sony, mais il n'y avait pas que ça, évidemment. Et c'est là où le jeu japonais, lui, a subi une grosse claque qui était le jeu mobile, tout bêtement. Où, vu que le territoire japonais des consoles, est habitué aux consoles portables, parce que c'est le territoire des gens qui font énormément de transports en commun, avaient leur Game & Watch, sont passés à la Game Boy, sont passés ensuite à la PSP, à la 3DS, etc. Et maintenant aux jeux mobiles. Il y a eu une crise de confiance là-dessus, qui a fait que les jeux occidentaux sont devenus, particulièrement auprès des occidentaux, genre c'est la nouvelle loi, on a gagné, on est trop fort. Et puis finalement, les développeurs japonais ont fait une grossière erreur de on va faire des jeux à l'occidental. Non, ça marche pas. Parce que ce qu'on aimait dans les jeux japonais, c'était le Japon. Hashtag le Japon, quoi. C'est vrai qu'il y a eu une perte à un moment. Il y a un savoir-faire qui s'est perdu au niveau du Japon, effectivement, dans cette période de PS3. Et pour rebondir à ce que tu disais, je pense que pourquoi les jeux japonais sont aussi assez populaires en France, en tout cas il y a une grande niche en France, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même une certaine... la France et le Japon sont deux pays qui s'aiment et qui s'adorent. Culturellement, le Japon est très présent en France. Beaucoup de Français... On a Japan Expo aussi. Et deuxième pays après le Japon, plus grand consommateur de manga et d'anime. Donc un jeu comme Yakuza, donc maintenant Like a Dragon, son succès ne m'étonne pas. Alors c'est un succès qui est arrivé crescendo, ça n'a été pas tout de suite, mais quand tu joues à ce genre de jeu, tu redécouvres le Japon, tu redécouvres Tokyo, tu voyages, et donc tu as l'impression effectivement d'être là-bas, un petit peu par procuration, et c'est aussi pour ça que ces jeux-là ont un certain succès populaire, quoi. Il y avait, au début, comme tu disais, on aime le Japon, et c'est vrai que tout ce qui était un peu les Final Fantasy, les Monster Hunter, ça apportait une autre image qu'on n'avait pas en Occident. Moi, je me souviens de le Monster Hunter de 2018 qui est arrivé
World, ouais. World occidentalisé, justement, mais on ne mesurait pas l'impact que ce jeu a au Japon. En fait, c'est une saga phare. Enfin, chez Capcom, ils filent un jour de congé à leurs employés le jour de la sortie d'un Monster Hunter pour qu'ils puissent y jouer quand même. Bah, ça a été le successeur de Dragon Quest où il y a eu toutes ces choses-là. Alors après, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est réel? On a toujours eu du mal à savoir sur les... Le jour de congé de Dragon Quest, particulièrement sur Monster Hunter. Monster Hunter, je sais que c'est vrai. Mais ça ne me choquerait pas du tout, clairement. Il y a quand même un espace à Universal Studios quand même là-bas. Bah oui, complètement. Donc c'est pour vous dire. C'est ce qui est intéressant avec Monster Hunter World aussi, c'est que c'est la nouvelle vague qu'on connaît aujourd'hui du jeu japonais où les développeurs aussi ont arrêté déjà de chercher obligatoirement à créer leur propre moteur de jeu, ce qui les a foutus dans le souk à la génération PS3, mais aussi d'arrêter d'être complètement enfermés sur leur propre culture et de commencer à ramener des développeurs occidentaux à l'intérieur des teams, plutôt que d'aller chercher des teams occidentales pour développer leur jeu. Et le meilleur exemple pour ça, c'est Capcom, où depuis Monster Hunter World, en fait, il n'y a pas un jeu Capcom qui n'a pas été développé avec un ou une occidentale dans l'équipe. Devil May Cry 5, explosion directe. Les remakes de Resident Evil 2, puis 3, puis 4, pareil. Tous ces succès sont justement cette ouverture qu'ont eu les développeurs japonais après s'être pris la clap PS3, de se dire, ok, bon, et pour parler à tout le monde, en fait, il faut qu'on ait notre patte, parce que c'est qu'à nous, mais qu'on ait quand même quelqu'un au fourneau qui maîtrise plusieurs cultures différentes. J'irais même plus loin. Je pense qu'en tout cas, pour l'exemple de Capcom, aujourd'hui, je pense qu'ils visent essentiellement le public occidental. Mais c'est ce que j'allais dire. Parce que Resident Evil, aujourd'hui, pour moi, c'est un jeu occidentalisé. Rien que dans le choix des acteurs, la modélisation des personnages sont très occidentalisés. C'est pour le marché américain avant tout, parce qu'ils savent que c'est là où ils vont faire le plus effectivement d'argent. C'est là où ils vont le vendre le plus. D'ailleurs, on voit que le succès du remake du 4, c'est 5 millions de copies en l'espace de 2 mois. Donc, voilà, ils ont compris qu'effectivement la formule fonctionne comme ça et que malheureusement le marché japonais c'est un petit peu restreint, réduit. Les joueurs japonais, comme tu l'as dit, sont plus sur mobile, beaucoup moins sur des consoles. Et donc aujourd'hui, il faut aller chercher un autre public. Et le public, il est international, il est avant tout effectivement américain et aussi européen. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et ils l'ont compris, c'est-à-dire qu'ils l'ont compris un petit peu tardivement. Mais ça y est, ils l'ont mis en branle et on voit même Monster Hunter World a cartonné parce que la formule était plus occidentalisée. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas garder leur patte, leur style. Ce qu'on appelle, il y a quand même ce qu'on appelait le JRPG. Enfin, on parle pas, il n'y a pas un autre pays qui a le droit à son RPG, son jeu de rôle à lui quand même. Mais regarde le trailer que tu as dans le dos depuis tout à l'heure, s'ils ont gardé leur patte. Pour ceux qui voient l'émission, c'est le trailer de Like a Dragon Infinite Wells qui sort en janvier 2024, qui est quand même d'un humour mais absolument génial avec ce mec qui se réveille à poil sur la plage. C'est très drôle. Voilà, non mais ça, c'est le jeu japonais d'aujourd'hui aussi. Mais même au-delà de ça, il y a énormément de choses où, en fait, cette espèce de mondialisation du jeu vidéo qu'on voit prendre son terme quelque part aujourd'hui, maintenant que les gens ont pris leur claque sur différents marchés, ça ne n'étouffe pas les cultures de l'un et de l'autre. On le voit sur les Yakuza, mais on peut le voir aussi sur le gameplay, où aujourd'hui, il y a pas mal d'éditeurs japonais qui ont gardé leur savoir-faire arcade, qui était une culture japonaise à la base, continuent de l'insuffler dans leur jeu, là où des développeurs occidentaux vont être un petit peu plus dans le crafting ou des trucs comme ça, un petit peu plus méticuleux. On retrouve toujours énormément de développeurs indés et d'éditeurs indépendants qui continuent de faire énormément de jeux de la sorte. On retrouve aussi toute la partie PC, où on a tendance à l'oublier un petit peu, mais le Japon a aussi une culture du PC qui était assez forte. Avant même les consoles, il y avait les PC, avec des éditeurs comme Falcom, par exemple, les Trails of, etc. Il y a tellement de noms, j'arrive plus à les retenir. C'est normal. Mais ils en sont 2 par an. Mais voilà, mais c'est des développeurs qui ont cette culture aussi et qui continuent de la faire vivre. Et en fait, on retrouve exactement le même split qu'on retrouve en Occident, où il y a le triple A absolu. Il n'y a plus beaucoup le double A qu'on avait à l'époque des PS2, PS3. Mais par contre, le jeu indé explose. On voit des images derrière nous du dernier Naruto. Et de Naruto et tout ça. Parce qu'il y a aussi une raison pour laquelle ça marche très fort en France. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on adore les mangas, on adore les animes. Et il y a quand même de plus en plus de jeux tirés de ça, Maxime. Il y en a toujours eu, en fait, quelle que soit la génération de consoles qu'on a eue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les techniques qui ont évolué, là, on a les images de Naruto Cross Boruto là, qui est sorti il y a quelques jours.
c'est un manga animé, en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu as l'impression de voir l'animé, le dessin animé sous tes yeux. Donc effectivement, il y a une espèce aussi de mise en scène, un savoir-faire qui a été mis en place. Et là, pour le coup, les Japonais sont, je pense, les seuls à savoir mettre en image des jeux vidéo tirés de mangas en fait, et d'animés. Parce que, et surtout le studio CyberConnect 2, il s'est vraiment spécialisé dans ce genre de choses. Il arrive à allier gameplay et puis mise en scène. Et puis, on a vraiment l'impression de voir des cases de BD, de manga s'animer sous nos yeux. Il y avait le One Piece aussi qui avait été adapté en jeu en début d'année, Oui. One Piece Odyssey. On ne parlera pas des Pokémon, parce que ça, les Pokémon, ça fait quand même... C'est un peu large. Non, mais c'est pour vous dire que tout ça, en fait, ça attire aussi vers le jeu vidéo ceux qui les regardent. Donc, c'est tout bénef. J'aurais un petit truc à rajouter là-dessus. Désolé, j'aime beaucoup ce sujet. Mais il y a une chose qu'on a peut-être un petit peu de mal à voir en tant qu'occidentaux et qui est vraiment ancrée, c'est que nous, quand on parle d'adaptation de licence, généralement, on avait l'habitude des jeux vidéo complètement claqués, tout bêtement, qui ne fonctionnaient pas, qui étaient moches et qui, généralement, étaient vendus plein pot en prime. Alors qu'il faut voir qu'un développeur japonais, quand on lui dit d'adapter One Piece, on te dit d'adapter une des plus grandes licences de ton pays qui fait vibrer absolument tout le monde. Donc, tu n'as pas intérêt à l'erreur, on te file quand même le budget qu'il faut. Et tu vois, on te file l'auteur par-dessus l'épaule pour vérifier que tu fais ça bien. Tu as Oda qui te regarde, genre mon garçon, ça c'est mon bébé, tu touches même pas. Tu vois. Donc, il y a aussi cet aspect-là où culturellement, il y a un respect de l'adaptation qu'on ne retrouve pas forcément quand on. Enfin, aujourd'hui, maintenant, heureusement, ça s'est calmé avec les Spider-Man, etc. Mais. Il y a quand même quelques sorties de route quand même, hein, toujours. Oui. One Piece Odyssey, il est pas super, hein, il est pas extraordinaire non plus, quoi. Comme jeu, mais il reflète. Il reflète bien, mais en termes de gameplay, c'est pas encore ça, je trouve. Il y a quand même quelques sorties de route toujours. Bien sûr. Sur le marché japonais, en tout cas par rapport à ces adaptations d'animés. Mais même si globalement, effectivement, la qualité moyenne est quand même. Voilà, est quand même au-dessus qu'auparavant, ça c'est sûr. Il y a le défi de faire plaisir aux fans, de faire plaisir au plus grand nombre aussi. Là où on peut voir Odyssey, on va prendre cet exemple-là, mais ça existe dans plein d'autres adaptations. On peut voir Odyssey comme un raté, parce qu'effectivement, il n'est pas dingue, il est un peu mou, il est un peu large et tout, mais c'est aussi ce genre de truc où tu peux le regarder dans un autre angle et te dire waouh, ils ont essayé de changer complètement le gameplay en fait. Sur des jeux. Oui, parce que normalement c'était des beat'em all assez classiques. Là, on a un large open world. Est-ce que c'était pas du fan service? C'est toujours. Il y a toujours du fan service dans ce genre de jeu, toujours. Il faut un minimum, sinon ça marche pas. Pour qui tu le fais? Les fans. C'est vrai. Messieurs, un jeu dans cet esprit-là à recommander au Tax. Moi je suis sur Persona 5 Tactica ces derniers temps, je vais vraiment te dire Persona. J'allais te dire t'allais réussir à le placer. Bien sûr, évidemment Persona 5 Tactica, ou alors si vous avez déjà fait Persona 5 qui est un JRPG, donc RPG assez traditionnel au tour par tour, là on a une relecture de cet univers mais version tactique. Donc on a des petites comme des cases d'échiquier où on va aller bouger ces personnages et faire attention à chacun son tour à bien tuer l'adversaire avec les meilleures tactiques possibles. Ça, j'avoue, c'est un petit jeu, mais il est disponible dans le Game Pass, il est disponible sur Switch, PS5, PC. Clairement, la DA est très très différente parce que c'est le studio qui avait fait Persona Q à l'époque, pour ceux qui connaissaient, donc une DA qu'on appelle Chibi au Japon, donc ça veut juste dire tout petit quelque part. Donc c'est beaucoup plus cute, mais le scénario est là, et surtout, moi, c'est pour patienter avant le Persona 3 Remaster qui arrive, qui est juste mon jeu préféré ever. Donc je suis très très impatient. Atlus. Et là, ça dit rien sur le remaster. Hein. Là, ça dit plus rien sur le remaster. Là, on est sur de PS2. Non. Ça va, il y a plus de temps. Maxime, toi, un jeu ? Il y a plus de budget. Moi, je dirais Like a Dragon, le dernier là, qui est sorti. Gaiden, absolument, parce que on parlait effectivement de la culture japonaise. Le fait, moi, ça fait, je crois que depuis 2019, je suis pas allé au Japon. Donc, quand je joue à ce jeu, j'ai vraiment l'impression de voyager. Et puis, on retrouve effectivement cet humour complètement décalé, très propre à la série. C'est encore un petit peu rigide dans certaines mécaniques de gameplay, mais voilà, on pardonne pas mal d'inhérence de ce côté-là. Il y a vraiment une très très bonne ambiance et puis on voyage avec ce jeu-là. Ouais. J'aime beaucoup le mood de ce jeu. Je le dis comme ça. Bon, on est arrivé à la fin de cette émission. Déjà. Eh ben oui, ça va trop vite. Mais voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller faire du jeu vidéo. Voilà, c'est jeux vidéo japonais comme on dit, mais qui sont plus dans la culture japonaise. En tout cas, merci messieurs
parce que Merci, moi, Linda. je suis plus hermétique que vous à ça. Donc, vous avez quand même suscité un peu de curiosité Je de t'ai ma dit que j'allais part. transformer en weeb avant la C'est fin de vrai. cette émission. Otaxo, merci d'être venu. On te Merci à retrouve toi, sur ta surtout de m'avoir chaîne invité. et dans le Grand Pop. Sur aussi, sur le legrandpop.fr. grandpop.fr à lire. Maxime, on te retrouve Merci. sur Jeux Actu, Absolument. comme toujours. Voilà, Sur le site, fidèle sur au la poste, chaîne YouTube, les réseaux sociaux. partout. Est-ce que je peux repartir avec la slim ou pas? Non, toujours pas. Bien tenté. Bien tenté. Merci à vous et toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Multijoueur. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, on va traverser le globe pour parler cette fois jeux indés français. Eh bien oui, quand même, il n'y a pas de raison. Hein. Et en attendant, bien écoutez, retrouvez cette émission sur Tech Co, la chaîne, en replay sur YouTube, sur le site et en podcast partout. Et surtout, jouez bien, il y a de quoi faire.